Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce lundi à Juba, la capitale, pour sa première visite depuis un an. Il doit rencontrer le président Salva Kiir et tenter de faire avancer le processus de paix. Pretoria a annoncé une visite d'État en Afrique du Sud du président nigérien Muhammadu Buhari au mois d'octobre prochain. Cette annonce intervient après une éruption de violence xénophobe sur le sol sud-africain. Et puis le Lesotho est devenu, il y a 2 ans, le premier pays africain à autoriser la culture du cannabis médicinal. La décision a attiré de nombreux investisseurs étrangers qui misent sur le développement rapide du marché mondial. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce lundi à Juba, la capitale, pour sa première visite depuis un an. Une visite durant laquelle il doit rencontrer le président Salva Kiir et tenter de faire avancer le processus de paix dans ce pays. Voici les images. Riek Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé à Juba ce lundi en milieu de matinée dans un avion soudanais précédé par 2 autres appareils transportant une large délégation d'une 60aine de personnes. Il s'agit là de sa première visite en un an dans la capitale sud-soudanaise où il doit rencontrer le président Salva Kiir. Sur son compte Twitter, le gouvernement sud-soudanais a indiqué que le président Kiir tiendra une rencontre en face-à-face avec le premier vice-président désigné, Riek Machar. Les 2 hommes devraient évoquer toutes les questions en suspens concernant le processus de paix et la manière d'aller de l'avant. La visite devrait durer 2 jours. Elle intervient alors que se rapproche la date butoir fixée à début novembre pour la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale, point clé de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba et qui prévoit notamment la nomination de Riek Machar au poste de vice-président. Ce gouvernement devait initialement être formé au mois de mai dernier, mais Riek Machar, inquiet des conditions de sécurité à son retour à Juba, avait obtenu un délai de 6 mois supplémentaires. Salva Kiir et Riek Machar ne se sont pas vus depuis une rencontre au Vatican en avril dernier, rencontre durant laquelle le pape François avait baisé les pieds des 2 hommes accusés de crimes de guerre. Pretoria a annoncé une visite d'État en Afrique du Sud du président nigérian Muhammadu Buhari au mois d'octobre prochain. Cette annonce faite ce week-end intervient quelques jours après une éruption de violence xénophobe sur le sol sud-africain qui a considérablement tendu ses relations avec Abuja. Les détails. Le président nigérien Muhammadu Buhari effectuera en octobre une visite d'État en Afrique du Sud, quelques jours après une éruption de violence xénophobe dans ce pays. Dans un communiqué rendu public samedi, la présidence sud-africaine a indiqué que ce voyage vise à renforcer les liens déjà forts entre les 2 pays et à développer leurs réponses aux défis auxquels sont confrontés leurs citoyens et leurs entreprises. Ces derniers jours, l'Afrique du Sud a connu une vague de violences meurtrières dirigées contre les étrangers, principalement dans sa plus grande ville, Johannesburg, qui s'est soldée par la mort d'au moins 10 personnes et des dégâts considérables, selon le dernier bilan de ses autorités. Ces émeutes ont causé de vives réactions contre des intérêts sud-africains dans plusieurs pays du continent, notamment au Nigeria. Pretoria a annoncé jeudi la fermeture temporaire de ses missions diplomatiques au Nigeria et le géant sud-africain des télécommunications MTN, celle de ses agences dans le pays, en faisant état de menaces. La visite du chef de l'État nigérian a été décidée après des discussions entre son envoyé spécial à Pretoria et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté qui frappe sa population. Au Nigeria, l'Agence des services de protection et prévention des catastrophes vient de mettre à jour des données indiquant que des États courent le risque d'inondation. Elle demande aux Nigérians de se préparer au pic de la saison des pluies. Abdoulaye Issa. Certaines catastrophes naturelles catastrophiques peuvent ne pas être totalement évitées, mais peuvent être contrôlées si elles sont bien préparées et gérées. Certaines catastrophes sont également causées par des activités involontaires de l'homme. Les inondations ne surviennent pas soudainement. Elles sont généralement précédées d'événements qui ont dû indiquer leur arrivée imminente. Au Nigeria, les présages d'inondations sont déjà là. Sommes-nous attentifs aux augures? L'Agence des services hydrauliques du Nigeria a prédit plus d'inondations et mis 15 États
ainsi que la capitale Abuja en alerte rouge et a demandé aux Nigérians de se préparer au pic de la saison des pluies pour 2019. Lagos, une ville côtière, est l'un des États qui, selon les prévisions de l'agence, serait frappé par une inondation qui serait occasionnée par une forte intensité de précipitations de longue durée. L'agence des services hydrauliques du Nigeria a également alerté 14 autres États, à savoir Niger, Edo, Imo, Abia, Jigawa, Adamawa, Delta, Cross River, Oyo, Enugu, Kebbi, Nasarawa et Bauchi. L'agence a indiqué que les 36 États de la Fédération et Abuja connaîtront également différents niveaux d'inondation. Le docteur Clément Inzé, directeur général de l'agence des services hydrauliques du Nigeria, a déclaré « Les inondations sont dues à une intensité de pluie intense, aux tempêtes de pluie, au blocage du système de drainage et à une planification urbaine médiocre qui a entraîné la construction de structures dans les plaines inondables et les voies navigables. » En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'un changement des mentalités. C'était dans un message diffusé hier dimanche en pleine affaire dite des 15 millions de dollars prétendument détournés des caisses de l'État. Dans son message diffusé 2 jours après l'investiture par l'Assemblée du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour un Congo de changement des mentalités. Diffusé au journal du soir sur la chaîne publique d'État RTNC sous la forme d'une sorte de clip avec musique et images de fond. Le message du président intervient en pleine affaire dite des 15 millions de dollars prétendument détournés des caisses de l'État. Mais sans préciser la date de son enregistrement, une porte-parole du président assure que cette communication n'a aucun lien avec l'affaire des 15 millions. Sur cette affaire, l'inspection générale des finances, qui dépend directement du président de la République d'après les inspecteurs des finances, a remis au parquet un rapport sur cette affaire des 15 millions impliquant le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. L'État devrait récupérer une décote de 15% sur une somme de 100 millions de dollars versée aux compagnies pétrolières pour compenser leur manque à gagner. Cette décote n'a pas bénéficié à l'État, observe l'IGF dans son rapport daté du 15 juillet dernier que la presse s'est procuré. La décote de 15 millions a été versée sur un autre compte, une irrégularité qui viole les dispositions légales et réglementaires régissant les finances publiques, selon le rapport. Mon nom n'apparaît pas dans le rapport de l'IGF. Ensuite, il n'y a pas eu de détournement, s'est défendu Vital Kamerhe dans un entretien à paraître dans Jeune Afrique ce lundi. Le pape François est arrivé ce lundi à Maurice, dernière étape d'une tournée africaine qu'il a déjà conduit au Mozambique et à Madagascar. Dans un message vidéo adressé aux Mauriciens avant sa visite, le souverain pontife, fervent avocat du dialogue interreligieux, avait loué un peuple riche de diverses traditions culturelles et aussi religieuses. Reportage. 30 ans après Jean-Paul II, l'île Maurice accueille le pape François ce lundi matin. Une visite d'une journée au pays de la diversité où vit une importante communauté chrétienne. Dans un pays où toutes les régions ont la faveur de l'État au nom de la cohésion nationale, accueillir le pape est considéré avant tout comme un moment béni par les autorités. Ce lundi est déclaré jour de congé et avant cela, l'État a mis tous les moyens au service de l'Église, au point de construire une nouvelle route dans la capitale pour faciliter le déplacement de la papamobile jusqu'à l'édifice religieux qui va consacrer cette visite d'un jour. C'est une esplanade au pied de la montagne des Signaux. Elle domine la ville avec une imposante statue de Marie devant l'étoile de David. Baptisée Marie-Reine de la Paix, c'est là que le pape François va prononcer à la mi-journée son homélie. Les autorités se préparent à accueillir ici jusqu'à 100 000 fidèles, une foule des grands jours pour Maurice qui compte seulement près de 1,3 million d'habitants seulement. Dans son message à la ville et au pays, le pape François devrait rappeler à la population ses qualités, mais aussi ses dérives. Et avant de s'envoler pour Maurice, le pape a célébré dimanche une grande messe en lisière de la capitale malgache, Antananarivo, messe à laquelle plusieurs centaines de milliers de personnes venues des 4 coins de Madagascar ont assisté. Cet événement était le point d'orgue du 2e jour de sa visite sur la grande île.
Le pape François a rendu un hommage vibrant à la cité d'Akamassoa de son compatriote, le père Pedro Opeka, lors de sa visite à Madagascar. Le prêtre a sorti des milliers de personnes de la misère en créant les immondices d'une ancienne décharge, une ville de 25 000 habitants. Akamassoa est une expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre. Sa présence n'est ni isolée ni occasionnelle. C'est la présence d'un Dieu qui a choisi de vivre et d'habiter pour toujours au milieu de son peuple. Vous êtes venus nombreux ce soir au cœur de cette ville d'amitié que vous avez construite de vos propres mains. Je n'ai aucun doute que vous continuerez à le construire afin que de nombreuses familles puissent vivre dans la dignité. Prions pour que ce rayon de lumière se répande dans tout Madagascar et partout dans le monde, afin que nous puissions mettre en œuvre des modèles de développement qui soutiennent la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, sur la base de la confiance, de l'éducation, du travail et de l'engagement, tous éléments nécessaires à la dignité humaine. Le pape François a clôturé son séjour en terre malgache en rencontrant les prêtres, religieux et religieuses, consacrés et séminaristes. Il leur a notamment demandé de préserver la joie missionnaire malgré le poids des labeurs apostoliques. Le Lesotho est devenu, il y a 2 ans, le premier pays africain à autoriser la culture du cannabis médicinal. La décision a attiré de nombreux investisseurs étrangers qui misent sur le développement rapide du marché mondial, estimé aujourd'hui à 135 milliards d'euros. Les agriculteurs locaux sont en revanche largement exclus de ce marché. Reportage. Sous ces serres, pas de fruits ni de légumes, mais des centaines de kilomètres de plants de marijuana. Le Lesotho est le premier pays africain à autoriser la culture du cannabis médicinal, une nouvelle législation qui attire les investisseurs étrangers. Le secteur pèserait 150 milliards de dollars au niveau mondial et les terres fertiles du Royaume du Ciel, comme on le surnomme, en font un véritable Eldorado pour une entreprise comme Medigro, qui s'est installée près de la capitale Maseru. Je pense que le Lesotho est super parce que la nature est intacte. L'air que vous respirez ici est pur, l'air de la montagne est incroyable. Il y a des ruisseaux avec de l'eau propre en abondance, donc les conditions sont favorables à la culture du cannabis. Mais cultiver l'or vert à un prix, le gouvernement facture 30 000 € par licence qu'il faut renouveler tous les ans. Une somme colossale pour les agriculteurs locaux dans un pays frappé par le chômage et la pauvreté. La plupart des gens vivent du cannabis, mais illégalement. Alors on espérait que ce serait l'occasion pour eux de la cultiver légalement maintenant et d'essayer d'améliorer leur vie. Donc s'ils n'ont pas cette opportunité à cause de l'argent, je pense que c'est un peu injuste pour eux. La culture du cannabis remonterait au XVIe siècle au Lesotho. Elle occupe encore aujourd'hui une part importante des revenus des petits agriculteurs qui comptent sur les contrebandiers pour vendre la marchandise en Afrique du Sud. C'est une activité dangereuse, mais je fais vivre mes enfants grâce à ça. Ils ont de quoi manger et s'habiller, mais je peux mourir à cause de la contrebande. Le marché mondial du cannabis pourrait atteindre plus de 270 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années. Une manne financière dont les petits planteurs du Lesotho sont encore exclus. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.